Un bon petit diable, écrit par Madame la Comtesse de Ségur, née Rostopchine, lu par Angèle Coutu. À ma petite fille, Madeleine de Malaret. Ma bonne petite Madeleine, tu demandes une dédicace, en voici une. La Juliette, dont tu vas lire l'histoire, n'a pas comme toi l'avantage de beaux et bons yeux, puisqu'elle est aveugle, mais elle marche de pair avec toi pour la douceur, la bonté, la sagesse et toutes les qualités qui commandent l'estime et l'affection. Je t'offre donc le bon petit diable, escorté de sa Juliette, qui est parvenu à faire d'un vrai diable un jeune homme excellent et charmant, au moyen de cette douceur, de cette bonté chrétienne qui touche et qui ramène. Emploie ces mêmes moyens contre le premier bon diable que tu rencontreras sur le chemin de ta vie. Ta grand-mère, comtesse de Ségur, née Rostopchine. Chapitre 1. Les fées. Dans une petite ville d'Écosse, dans la petite rue des Combats, vivait une veuve d'une 50aine d'années, Madame Macmish. Elle avait l'air dur et repoussant. Elle ne voyait personne, de peur de se trouver entraînée dans quelque dépense, car elle était d'une avarice extrême. Sa maison était vieille, sale et triste. Elle tricotait un jour dans une chambre du premier étage, simplement, presque misérablement meublée. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil à la fenêtre et paraissait attendre quelqu'un. Après avoir donné divers signes d'impatience, elle s'écria « Ce misérable enfant, toujours en retard, détestable sujet. Il finira par la prison et la corde si je ne parviens à le corriger. » À peine avait-elle achevé ces mots que la porte vitrée qui faisait face à la croisée s'ouvrit. Un jeune garçon de 12 ans entra et s'arrêta devant le regard courroucé de la femme. Il y avait, dans la physionomie et dans toute l'attitude de l'enfant, un mélange prononcé de crainte et de décision. « Madame Macmish, d'où viens-tu? Pourquoi rentres-tu si tard, paresseux? » Charles. Ma cousine, j'ai été retenu un quart d'heure par Juliette qui m'a demandé de la ramener chez elle parce qu'elle s'ennuyait chez monsieur le juge de paix. Madame Macmish. Quel besoin avais-tu de la ramener? Quelqu'un de chez le juge de paix ne pouvait-il s'en charger? Tu fais toujours l'aimable, l'officieux. Tu sais pourtant que j'ai besoin de toi. Mais tu t'en repentiras, mauvais garnement. Suis-moi. Charles, combattu entre le désir de résister à sa cousine et la crainte qu'elle lui inspirait, hésita un instant. La cousine se retourna, et le voyant encore immobile, elle le saisit par l'oreille et l'entraîna vers un cabinet noir dans lequel elle le poussa violemment. « 1 heure de cabinet et du pain et de l'eau pour dîner, et une autre fois ce sera bien autre chose. » Méchante femme, détestable femme, marmotta Charles dès qu'elle eut fermé la porte. Je la déteste. Elle me rend si malheureux que j'aimerais mieux être aveugle comme Juliette que de vivre chez cette méchante créature. 1 heure. C'est amusant. Mais aussi je ne lui ferai pas la lecture pendant ce temps. Elle s'ennuiera. Elle n'aura pas la fin de Nicolas Nickleby que je lui ai commencé ce matin. C'est bien fait. J'en suis très content. Charles passa un quart d'heure de satisfaction avec l'agréable pensée de l'ennui de sa cousine, mais il finit par s'ennuyer aussi. « Si je pouvais m'échapper, pensa-t-il, mais par où? Comment? La porte est trop solidement fermée, pas moyen de l'ouvrir. Essayons pourtant. » Charles essaya, mais il eut beau pousser, il ne parvint seulement pas à l'ébranler.
Pendant qu'il travaillait en vain à sa délivrance, la clé tourna dans la serrure. Il sauta lestement en arrière, se réfugia au fond du cabinet et vit apparaître, au lieu du visage dur et sévère de sa cousine, la figure enjouée de Betty, cuisinière, bonne et femme de chambre tout à la fois. « Qu'est-ce qu'il y a » dit-elle à voix basse. « Encore en pénitence ?» Charles. « Toujours, Betty, toujours. Tu sais que ma cousine est heureuse quand elle me fait du mal. » Betty. « Allons, allons, Charlot, pas d'imprudentes paroles, je vais te délivrer, mais sois bon, sois sage. » Charles. « Sage? C'est impossible avec ma cousine, elle gronde toujours, elle n'est jamais contente. Ça m'ennuie à la fin. » Betty. « Que veux-tu, mon pauvre Charlot? Elle est ta protectrice et la seule parente qui te reste. Il faut bien que tu continues à manger son pain. » Charles. « Elle me le reproche assez et me le rend bien amer. Je t'assure qu'un beau jour, je la planterai là et j'irai bien loin. » Betty. « Ce serait bien pis encore, pauvre enfant. Mais viens, sors de ce trou sale et noir. » Charles. « Et qu'est-ce qu'elle va dire? » Betty. « Ma foi, elle dira ce qu'elle voudra. Elle ne te battra toujours pas. » Charles. « Oh, pour ça non. Elle n'a plus osé depuis que je lui ai si bien tordu la main l'autre jour. Te souviens-tu comme elle criait? Et toi, méchant, qui ne tâchais pas, dit Betty en souriant. » Charles. « Et après, quand j'ai dit que ce n'était pas exprès, que j'avais été pris de convulsions et que je sentais que ce serait toujours de même. » Betty. « Tais-toi, Charlot. Je crois que sa peur est passée, et puis c'est très mal tout ça. » Charles. « Je le sais bien. Mais elle me rend méchant. Méchant malgré moi, je t'assure. » Betty fit sortir Charles, referma la porte, mit la clé dans sa poche et recommanda à son protégé de se cacher bien loin pour que la cousine ne le vît pas. Charles. « Je vais rejoindre Juliette. » Betty. « C'est ça. Comme c'est moi qui ai la clé du cabinet, ce sera moi qui l'ouvrirai dans 3 quarts d'heure. Mais sois exact à revenir. » Charles. « Ah, je crois bien, sois tranquille. 5 minutes avant l'heure, je serai dans ta chambre. » Charles ne fit qu'un saut et se trouva dans le jardin, du côté opposé à la chambre où travaillait sa cousine. Betty le suivit des yeux en souriant. « Mauvaise tête, dit-elle, mais bon cœur. S'il était mené moins rudement, le bon l'emporterait sur le mauvais. Pourvu qu'il revienne, ça me ferait une belle affaire. »« Betty !» cria la cousine d'une voix aigre. « Madame, » répondit Betty en entrant. Madame Macmish. « N'oublie pas d'ouvrir la prison de ce mauvais sujet dans une demi-heure, et qu'il apporte Nicolas Nickleby. Il lira haut jusqu'au dîner pendant que je travaillerai. » Betty. « Oui, madame, je n'y manquerai pas. » Au bout d'une demi-heure, Betty alla dans sa chambre. Elle n'y trouva personne. Charles n'était pas rentré. Elle regarda à la fenêtre. Personne. J'en étais sûre. Me voilà dans de beaux draps à présent. Qu'est-ce que je dirai? Comment expliquer? Ah! Une idée. Elle est bonne pour madame, qui croit aux fées et qui en a une peur effroyable. On lui fait croire tout ce qu'on veut en lui parlant fée. Je crois donc que mon idée est bonne. Avec tout autre, ça n'irait pas. « Betty! Betty! » cria la voix aigre. Betty. « Voici, madame. » Madame Macmish. « Eh bien, Charles, envoie-le-moi. » Betty. « Je l'aurais déjà envoyé à madame si j'avais la clé du cabinet, mais je ne peux pas la trouver. » Madame Macmish. « Elle est à la porte. Je l'y ai laissée. » Betty. « Elle n'y est pas, madame. J'y ai regardé. » Madame Macmish. « C'est impossible. Il ne pouvait pas ouvrir par dedans. » Betty. « Que madame vienne voir. » Madame Macmish se leva, alla voir et ne trouva pas la clé. Madame Macmish. « C'est incroyable. Je suis sûre de l'avoir laissée à la porte. Charles! Charles! Veux-tu répondre, polisson? » Pas de réponse.
Le visage de Madame Macmish commença à exprimer l'inquiétude. Madame Macmish, que vais-je faire? Je n'ai plus que lui pour me lire haut pendant que je tricote. Mais cherche donc, Betty, tu restes là comme un constable, sans me venir en aide. Betty, et que puis-je faire pour venir en aide à madame? Je ne suis pas en rapport avec les fées. Madame Macmish, effrayée. Les fées? Comment les fées? Est-ce que vous croyez que les fées... Betty, l'air inquiet. Je ne peux rien dire à madame, mais c'est extraordinaire pourtant que cette clé ait disparu si merveilleusement. Et puis, ce Charlot qui ne répond pas. Les fées l'auront étranglé, ou fait sortir, peut-être. Madame Macmish, mon Dieu, que dis-tu là, Betty? C'est horrible, effroyable. Betty, madame ferait peut-être prudemment de ne pas rester ici. Je n'ai jamais eu bonne opinion de cette chambre et de ce cabinet. Madame Macmish tourna les talons sans répondre et se réfugia dans sa chambre. J'ai été obligée de mentir, se dit Betty. C'est la faute de ma maîtresse et pas la mienne, certainement. Il fallait bien sauver Charles. Tiens, je crois qu'elle appelle. Betty, appela une voix faible. Betty entra et vit sa maîtresse terrifiée qui lui montrait du doigt la clé placée bien en évidence sur son ouvrage. Betty. Quand je disais « Madame voit bien », qu'est-ce qui a placé cette clé sur l'ouvrage de madame? Ce n'est certainement pas moi puisque j'étais avec madame. L'air épanoui et triomphant de Betty fit naître des soupçons dans l'esprit méfiant de madame Macmish, qui ne pouvait comprendre qu'on n'eût pas peur des fées. « Vous êtes sortie d'ici après moi, dit-elle en regardant Betty fixement et sévèrement. Betty, je suivais madame. Bien certainement, je n'aurais pas passé devant madame. Madame Macmish, allez ouvrir le cabinet et amenez-moi Charles, qui mérite une punition pour n'avoir pas répondu quand je l'ai appelé. Betty sortit, et après quelques instants, rentra précipitamment en feignant une grande frayeur. « Madame, Charlot est tué, étendu mort sur le plancher. Quand je disais, les fées l'ont étranglé. » Madame Macmish se dirigea avec épouvante vers le cabinet et aperçut en effet Charles étendu par terre sans mouvement, le visage blanc comme un marbre. Elle voulut l'approcher, le toucher, mais Charles, qui n'était pas tout à fait mort, fut pris de convulsions et détacha à sa cousine force coups de poing et coups de pied dans le visage et la poitrine. Betty, de son côté, fut prise d'un rire convulsif qui augmentait à chaque coup de pied que recevait la cousine et à chaque cri qu'elle poussait. La frayeur tenait Madame Macmish clouée à sa place, et Charles avait beau jeu pour se laisser aller à ses mouvements désordonnés. Un coup de poing bien appliqué sur la bouche de sa cousine fit tomber ses fausses dents avant qu'elle eût pu les saisir. Et pendant qu'elle était encore baissée, Charles se roula, saisit les faux cheveux de Madame Macmish, les arracha, toujours par des mouvements convulsifs, les chiffonna de ses doigts crispés, ouvrit les yeux, se roula vers Betty et, lui saisissant les mains comme pour se relever, lui glissa les dents de sa cousine. « Dans sa soupe, dit-il tout bas. » Les convulsions de Charles avaient cessé. Son visage si blanc avait repris sa teinte rose accoutumée. Les sourcils seuls étaient restés pâles et comme imprégnés de poudre blanche, probablement celle que les fées avaient répandue sur son visage et que l'agitation des convulsions avait fait partir. Betty, moins heureuse que Charles, ne pouvait encore dominer son rire nerveux. Madame Macmish ne savait trop que penser de cette scène. Après avoir promené ses regards courroucés de Charles à la bonne, elle tira les cheveux du premier pour l'aider à se relever et donna un coup de pied à Betty pour amener une détente nerveuse. Le moyen réussit.
Charles sauta sur ses pieds et s'y maintint très ferme. Betty reprit son calme et une attitude plus digne. Madame Macmish. « Que veut dire tout cela, petit drôle? » Charles. « Ma cousine, ce sont les fées. » Madame Macmish. « Tais-toi, insolent, mauvais garnement. Tu auras affaire à moi avec tes... Tu sais bien. » Mais Charles, qui n'était pas tout à fait mort, fut pris de convulsions. Charles. « Ma cousine, je vous assure que je suis désolé pour vos dents. » Madame Macmish. « C'est bon, rends-les-moi. » Charles. « Je ne les ai pas, ma cousine, dit Charles en ouvrant ses mains. Je n'ai rien. Et puis, pour vos cheveux... » Madame Macmish. « Tais-toi, je n'ai pas besoin de tes sottes excuses. Rends-moi mes dents et mes boucles de cheveux. » Charles. « Vrai, je ne les ai pas, ma cousine. Voyez vous-même. » La cousine le fouilla, chercha partout, mais en vain. Betty. « Madame ne veut pas croire aux fées. C'est pourtant très probable que ce sont elles qui ont emporté les dents et les cheveux de madame. »« Sotte, dit madame Macmish en s'éloignant précipitamment. Venez lire, monsieur, et tout de suite. » Charles aurait bien voulu s'esquiver, trouver un prétexte pour ne pas lire, mais la cousine le tenait par l'oreille. Il fallut marcher, s'asseoir, prendre le livre et lire. Son supplice ne fut pas long, parce que le dîner fut annoncé une demi-heure après. Les fées avaient donné 1 heure de bon temps à Charles. Les événements terribles qui venaient de se passer effacèrent du souvenir de madame Macmish la faute et la punition de Charles. Elle le laissa dîner comme d'habitude. À peine madame Macmish eut-elle mangé 2 cuillerées de potage qu'elle s'aperçut d'un corps dur contenu dans l'assiette. Croyant que c'était un os, elle chercha à le retirer et vit ses dents. La joie de les retrouver adoucit la colère qui cherchait à se faire jour, car, malgré sa crédulité aux fées et la frayeur qu'elle en avait, elle conservait des doutes sur le rôle que leur avaient fait jouer Betty et Charles. Elle se promit d'autant plus de redoubler de surveillance et de sévérité, mais elle n'osa pas en reparler, de peur d'éveiller la colère des fées. Charles redemanda du bouilli. Madame Macmish, ne lui en donne pas, Betty. Il mange comme 4. Charles. Ma cousine, j'en ai eu un tout petit morceau et j'ai encore bien faim. Madame Macmish. Quand on est pauvre, quand on est élevé par charité et qu'on est bon à rien, on ne mange pas comme un ogre et on ne se permet pas de redemander d'un plat. Tâchez de vous corriger de votre gourmandise, monsieur. Charles regarda Betty, qui lui fit signe de rester tranquille. Jusqu'à la fin du dîner, madame Macmish continua ses observations malveillantes et méchantes, comme c'était son habitude. Quand elle eut fini son café, elle appela Charles pour lui faire encore la lecture pendant 1 ou 2 heures. Forcé d'obéir, il la suivit dans sa chambre, s'assit tristement et commença à lire. Au bout de 10 minutes, il entendit ronfler. Il leva les yeux. Bonheur! La cousine dormait. Charles n'avait garde de laisser échapper une si belle occasion. Il posa son livre, se leva doucement, vida le reste du café dans la tabatière de sa cousine, cacha son livre dans la boîte à thé, son ouvrage dans le foyer de la cheminée et s'esquiva lestement sans l'avoir éveillée. Il alla rejoindre Betty, qui lui donna un supplément de dîner. « Betty, ne va pas faire comme tantôt et disparaître quand ta cousine te demandera. Elle se doute de quelque chose, va. Nous ne réussirons pas une autre fois. Cette clé que j'avais si adroitement posée sur son ouvrage, ton visage enfariné, tes convulsions, les miennes, tout ça n'est pas clair pour elle. » Charles. « Je me suis pourtant trouvé bien à propos pour rentrer à temps dans ma prison.
Betty. C'est égal. C'est trop fort. Elle croit bien aux fées, mais pas à ce point. Sois prudent, crois-moi. Charles sortit, mais au lieu de rentrer chez sa cousine, il ouvrit comme le matin la porte du jardin et courut chez Juliette. Voilà 3 fois qu'il y va. Nous allons le suivre et savoir ce que c'est que Juliette. Chapitre 2. L'aveugle. Comment? Te voilà encore, Charles? Dit Juliette en entendant ouvrir la porte. Charles. Comment as-tu deviné que c'était moi? Juliette. Par la manière dont tu as ouvert. Chacun ouvre différemment. C'est bien facile à reconnaître. Charles. Pour toi qui es aveugle et qui as l'oreille si fine, moi, je ne vois aucune différence. Il me semble que la porte fait le même bruit pour tous. Juliette. Qu'as-tu donc, pauvre Charles? Encore quelques démêlés avec ta cousine? Je le devine au son de ta voix. Charles. Eh mon Dieu, oui. Cette méchante, abominable femme me rend méchant moi-même. C'est vrai, Juliette. Avec toi, je suis bon et je n'ai jamais envie de te jouer un tour ou de me fâcher. Avec ma cousine, je me sens mauvais et toujours prêt à m'emporter. Juliette. C'est parce qu'elle n'est pas bonne et que toi, tu n'as ni patience ni courage. Charles. C'est facile à dire, patience. Je voudrais bien t'y voir, toi qui es un ange de douceur et de bonté. Tu te mettrais en fureur. Juliette sourit. J'espère que non, dit-elle. Charles. Tu crois ça? Écoute ce qui m'arrive aujourd'hui depuis la première fois que je t'ai quitté. À ma seconde visite, je ne t'ai rien dit parce que j'avais peur que tu ne me fisses rentrer chez moi tout de suite. À présent, j'ai le temps puisque ma cousine dort et tu vas tout savoir. Charles raconta fidèlement ce qui s'était passé entre lui, sa cousine et Betty. Comment veux-tu que je supporte ces reproches et ces injustices avec la patience d'un agneau qu'on égorge? Je ne t'en demande pas tant, dit Juliette en souriant. Il y a trop loin de toi à l'agneau. Mais, Charles, écoute-moi. Ta cousine n'est pas bonne. Je le sais et je l'avoue. Mais c'est une raison de plus pour la ménager et chercher à ne pas l'irriter. Pourquoi es-tu inexacte quand tu sais que 5 minutes de retard la mettent en colère? Charles. Mais c'est pour rester quelques minutes de plus avec toi, pauvre Juliette. Il n'y avait personne chez toi quand je t'ai ramenée. Juliette. Je te remercie, mon bon Charles. Je sais que tu m'aimes, que tu es bon et soigneux pour moi, mais pourquoi ne l'es-tu pas un peu pour ta cousine? Charles. Pourquoi? Parce que je t'aime et que je la déteste. Parce que chaque fois qu'elle se fâche et me punit injustement, je veux me venger et la faire enrager. Charles, Charles, dit Juliette d'un ton de reproche. Charles. Oui, oui, c'est comme ça. Elle a reçu des coups dans la poitrine, au visage. J'ai fait cacher par Betty, qui la déteste aussi, ses vilaines dents, dans sa soupe. Je lui ai arraché et déchiré sa perruque, et quand elle va s'éveiller, elle va trouver sa tabatière pleine de café, son livre et son ouvrage disparus. Elle sera furieuse, et je serai enchantée et je serai vengée. Juliette. Vois comme tu t'emportes. Tu tapes du pied, tu tapes les meubles, tu cries, tu es en colère, enfin. Tu fais juste comme ta cousine, et tu dois avoir l'air méchant comme elle. Comme ma cousine, dit Charles en se calmant, je ne veux rien faire comme elle, ni lui ressembler en rien. Juliette. Alors sois bon et doux. Charles. Je ne peux pas. Je te dis que je ne peux pas. Juliette. Oui, je vois que tu n'as pas de courage. Charles. Pas de courage. Mais j'en ai plus que personne pour avoir supporté ma cousine depuis 3 ans. Juliette. Tu la supportes en la faisant enrager sans cesse.
et tu es de plus en plus malheureux, ce qui me fait de la peine, beaucoup de peine. Charles. Oh, Juliette, pardonne-moi. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Juliette. Essaye. Tu n'as jamais essayé. Fais-le pour moi, puisque tu ne veux pas le faire pour le bon Dieu. Veux-tu? Me le promets-tu? Je le veux bien, dit Charles avec quelque hésitation, mais je ne te le promets pas. Juliette. Pourquoi, puisque tu le veux? Charles. Parce qu'une promesse, et à toi surtout, c'est autre chose, et je ne pourrais y manquer sans rougir, et je crois que j'y manquerai. Juliette. Écoute, je ne te demande pas grand-chose pour commencer. Parle, crie, dis ce que tu voudras, mais ne fais pas d'actes de vengeance, comme les coups de pied, les dents, les cheveux, le tabac, le livre, l'ouvrage, etc. Et tu en as fait bien d'autres. Charles. J'essaierai, Juliette. Je t'assure que j'essaierai. Pour commencer, je vais rentrer, de peur qu'elle ne s'éveille. Juliette. Et tu remettras le livre, l'ouvrage. Charles. Oui, oui, je te promets. Ah, ah, et le tabac, ajouta Charles en se grattant la tête. Il sentira le café. Juliette. Fais une belle action. Avoue-lui la vérité et demande-lui pardon. Charles, serrant les poings. Pardon? À elle? Pardon? Jamais. Juliette, tristement. Alors fais comme tu voudras, mon pauvre Charles. Que le bon Dieu te protège et te vienne en aide. Adieu. Adieu, Juliette, et au revoir, dit Charles, en déposant un baiser sur son front. Adieu. Es-tu contente de moi? Pas tout à fait, mais cela viendra, avec le temps et la patience, dit-elle en souriant. Charles sortit et soupira. Cette pauvre bonne Juliette, elle en a de la patience, elle. Comme elle est douce, comme elle supporte son malheur, car c'est un malheur, un grand malheur d'être aveugle. Elle est bien plus malheureuse que moi. Demandez pardon, m'a-t-elle dit, à cette femme que je déteste. C'est impossible, je ne peux pas. Charles rentra avec un sentiment d'irritation. Il entra dans la chambre de sa cousine, qui dormait encore, heureusement pour lui. Il retira le livre de la boîte à thé et voulut prendre le tricot caché au fond du foyer, mais, en allongeant sa main pour l'atteindre, il accrocha la pincette qui retomba avec bruit. La cousine s'éveilla. « Que faites-vous à ma cheminée, mauvais sujet? »« Je ne fais pas de mal à la cheminée, ma cousine, » répondit Charles, prenant courageusement son parti. « Je cherche à retirer votre ouvrage qui est au fond. » Madame Macmish. « Mon ouvrage? Au fond de la cheminée? Comment se trouve-t-il là-dedans? Je l'avais près de moi. » Charles, résolument. « C'est moi qui l'y ai jeté, ma cousine. » Madame Macmish. « Jeter mon ouvrage? Misérable! » s'écria-t-elle, se levant avec colère. Charles. « J'ai eu tort, mais vous voyez que je cherche à le ravoir. » Madame Macmish. « Et tu crois, mauvais garnement, que je supporterai tes scélératesses, toi, mendiant, que je nourris par charité? » Charles devint rouge comme une pivoine. Il sentait la colère s'emparer de lui, mais il se contint et répondit froidement. « Ma nourriture ne vous coûte pas cher. Ce n'est pas cela qui vous ruinera. » Madame Macmish. « Insolent! Et tes habits, ton logement, ton coucher? » Charles. « Mes habits, ils sont râpés, usés comme ceux d'un pauvre, trop courts, trop étroits avec cela.
Quand je sors, j'en suis honteux. Tant mieux, interrompit la cousine, avec un sourire méchant. Charles. Attendez donc, je n'ai pas fini ma phrase. J'en suis honteux pour vous, car chacun me dit « Il faut que ta cousine soit joliment avare pour te laisser vêtue comme tu es. » Madame Macmish. Pour le coup, c'est trop fort. Attends, tu vas en avoir. La cousine courut chercher une baguette. Pendant qu'elle la ramassait, Charles saisit les allumettes, en fit partir une, courut au rideau. « Si vous approchez, je mets le feu au rideau, à la maison, à vos jupes, à tout. » Madame Macmish s'arrêta. L'allumette était à 10 centimètres de la frange du rideau de mousseline. Pourpre de rage, tremblante de terreur, ne voulant pas renoncer à la raclée qu'elle s'était proposé de donner à Charles, n'osant pas le pousser à exécuter sa menace, ne sachant quel parti prendre, elle fit peur à Charles par l'expression menaçante et presque diabolique de toute sa personne. Voyant son allumette prête à s'éteindre, il en alluma une seconde, avant de lâcher la première et résolut de conclure un arrangement avec sa cousine. Charles, promettez que vous ne me toucherez pas, que vous ne me punirez en aucune façon, et j'éteins l'allumette. Misérable, dit la cousine, écumant. Charles, décidez-vous, ma cousine. Si j'allume une troisième allumette, je n'écoute plus rien, vos rideaux seront en feu. Madame Macmish, jette ton allumette, malheureux. Charles, je la jetterai quand vous aurez jeté votre baguette. La Macmish la jette. Quand vous aurez promis de ne pas me battre, de ne pas me punir. Dépêchez-vous, l'allumette se consume. Je promets, s'écria la cousine, haletante. Charles, de me donner à manger à ma faim. Eh bien, je tire la troisième allumette. Madame Macmish, je promets. Fripon, brigand. Charles, des injures, ça m'est égal. Et faites bien attention à vos promesses, car si vous y manquez, je mets le feu à votre maison sans seulement vous prévenir. C'est dit? Je souffle. Charles éteignit son allumette. Avez-vous besoin de moi? Dit-il. Madame Macmish, va-t'en, je ne peux pas te voir. Drôle, scélérat. Charles, merci, ma cousine. Je cours chez Juliette. Madame Macmish, je te défends d'aller chez Juliette. Charles, pourquoi ça? Elle me donne de bons conseils, pourtant. Madame Macmish, je ne veux pas que tu y ailles. Pendant que Charles restait indécis sur ce qu'il ferait, la cousine s'était avancée vers lui. Elle saisit la boîte d'allumettes que Charles avait posée sur une table, donna prestement 2 soufflets et un coup de pied dans les jambes de Charles, stupéfait, s'élança hors de sa chambre et ferma la porte à double tour. « Amuse-toi, mon garçon, amuse-toi là jusqu'au souper. Je vais donner de tes nouvelles à Juliette, » cria Madame Macmish à travers la porte. Chapitre 3. Une affaire criminelle. Charles, furieux de se trouver pris comme un rat dans une ratière, se jeta sur la porte pour la défoncer. Mais la porte était solide. 3 fois, il se lança dessus de toutes ses forces, mais il ne réussit qu'à se meurtrir l'épaule. Après le 3e élan, il y renonça. Méchante femme. Mon Dieu que je la déteste. Et Juliette qui voulait que je lui demandasse pardon. Une pareille mégère. Que puis-je faire pour me venger? Charles regarda de tous côtés, ne trouva rien. Je pourrais bien déchirer son ouvrage qu'elle a laissé. Mais à quoi cela servira-t-il? Elle en prendra un autre.
Que je suis donc malheureux d'être obligé de vivre avec cette furie. Charles s'assit, appuya ses coudes sur ses genoux, sa tête dans ses mains et réfléchit. À mesure qu'il pensait, son visage perdait de son expression méchante, son regard s'adoucissait, ses yeux devenaient humides et, enfin, une larme roula le long de ses joues. « Je crois que Juliette a raison, dit-il. Elle serait moins méchante si j'étais meilleur. Je serais moins malheureux si j'étais plus patient, si je pouvais être doux et résigné comme Juliette. Pauvre Juliette, elle est aveugle. Elle est seule tout le temps que sa sœur Mary travaille. Elle s'ennuie toute la journée. Et jamais elle ne se plaint, jamais elle ne se fâche. Toujours bonne, toujours souriante. Il est vrai qu'elle est plus vieille que moi. Elle a 15 ans et moi j'en ai que 13. C'est égal, à 15 ans je ne serai pas bon comme elle. Non, non, avec cette cousine abominable, je ne pourrai jamais m'empêcher d'être méchant. Tiens, qu'est-ce que j'entends? Dit-il en se levant. Quel bruit? Qu'est-ce que c'est donc? Et cette maudite porte qui est fermée. Ah, une idée. Je brise un carreau et je passe. Charles saisit une pincette, donna un coup sec dans un des carreaux de la porte qui était vitré et engagea sa tête et ses épaules dans le carreau cassé. Il passa après de grands efforts et en se faisant plusieurs petites coupures aux mains et aux épaules. Une fois dehors, il descendit l'escalier, courut à la cuisine où il n'y avait personne. Puis, à la porte de la rue qu'il ouvrit. Il se trouva en face d'un groupe nombreux qui escortait et ramenait Madame Macmish. Un homme en blouse suivait, mené, tiré par ceux qui l'accompagnaient. Madame Macmish criait, l'homme jurait, l'escorte criait et jurait. À ce bruit se mêlaient les cris discordants de Betty, qui, pour complaire à Madame Macmish, accablait d'injures et de reproches tous les gens de l'escorte. La porte se trouvant ouverte par Charles, tout le monde entra. On plaça Madame Macmish sur une chaise, Betty tira de l'eau fraîche de la fontaine et bassina les yeux de sa maîtresse qui ne cessait de crier. « Le juge de paix! Je veux le juge de paix pour faire ma plainte contre ce monstre d'homme qui m'a aveuglé. Qu'on aille me chercher le juge de paix! » Betty. « On y est allé, madame. Monsieur le juge de paix sera ici dans un quart d'heure. » Madame Macmish. « Qu'on garde bien le scélérat, qu'on le garrotte, qu'on ne le laisse pas échapper. » L'homme en blouse. « Est-ce que je cherche à m'échapper, la vieille? En voilà-t-il des cris et des embarras pour un coup de fouet? J'en ai donné je ne sais combien dans ma vie. C'est le premier qui amène tout ce tapage. » Betty. « Je crois bien. Un coup de fouet que vous lui avez lancé dans les yeux, mauvais homme. » L'homme en blouse. « Et pourquoi qu'elle m'agonisait de sottise? Sapristi, quelle langue! On dit que les femmes l'ont bien pendue. Jamais je n'en avais vu une pareille. Quel chapelet elle m'a défilé! » Un homme. « Ce n'était pas une raison pour frapper avec votre fouet. » L'homme en blouse. « Tiens, mais c'est que la patience échappe à la fin. Avec ça que je n'en ai jamais eu beaucoup. » Autre homme. « Une femme, ce n'est pas comme un homme. On rit, on ne tape pas. » L'homme en blouse. « Une femme comme ça? Tiens, ça vaut 2 hommes, s'il vous plaît. » Toute l'escorte se mit à rire, ce qui augmenta l'exaspération de Madame Macmish. Betty voyait que sa maîtresse n'était pas sérieusement blessée. Elle riait aussi, tout bas, et employait toutes ses forces à la faire tenir tranquille. Elle continuait à lui bassiner les yeux, qui commençaient à se dégonfler. Charles s'était prudemment tenu éloigné de sa cousine et avait demandé à un jeune homme de l'escorte ce qui s'était passé. Il paraîtrait que la dame a failli être renversée par ce charretier en blouse qui traversait la route pour faire boire ses chevaux. Elle s'est mise en colère. Il faut voir. Elle lui en disait de toutes les couleurs.
Lui se moquait d'elle d'abord, puis il a riposté. Il fallait voir comment. Ça marchait bien, allez. Avec ça, que nous étions groupés autour d'eux et que nous rions. Vous savez, tant que c'est la langue qui marche, il n'y a pas de mal. Mais c'est qu'elle lui a mis la main sur la figure. Alors le charretier est devenu de toutes les couleurs et il lui a lancé un coup de fouet qui l'a malheureusement attrapé juste dans les yeux. Elle est tombée sur le cou. Elle a crié, elle s'est roulée, elle a demandé monsieur le juge de paix. Et puis comme le monde s'arrêtait et commençait à s'attrouper, mademoiselle Betty est accourue, l'a amenée et nous avons forcé l'homme à nous suivre pour faire honneur à monsieur le juge afin qu'il ne vienne pas pour rien. Et voilà. Charles, content du récit, s'approcha tout doucement de sa cousine pour voir de près ses yeux toujours fermés et gonflés. Pendant qu'il regardait, le gonflement et la rougeur extraordinaire des paupières, et qu'il cherchait à voir si elle avait réellement les yeux perdus, comme elle le disait, Madame Macmish les entr'ouvrit, vit Charles et allongea la main pour le saisir. Charles fit un saut en arrière et se réfugia instinctivement près de l'homme en blouse, ce qui fit rire tous les assistants, même le charretier. « Elle ne dira toujours pas que je l'ai aveuglée, dit l'homme en riant. Je te remercie, mon garçon, je craignais, en vérité, de lui avoir crevé les yeux. C'est toi qui nous as démontré qu'elle y voyait. » Madame Macmish. Pourquoi est-il ici? Par où a-t-il passé? Betty, renferme-le. Betty. Je ne peux pas quitter madame dans l'état où elle est. Que madame reste tranquille et ne s'inquiète de rien. Madame Macmish. Mauvais garnement, va. Tu n'y perdras rien. Charles jeta un regard sur l'homme comme pour lui demander sa protection. L'homme. Que veux-tu que j'y fasse, mon garçon? Je ne peux pas te venir en aide. Il faut que tu te soumettes. Il n'y a pas à dire. Mais Charles n'entendait pas de cette oreille. Il ne voulait pas se soumettre. Et se souvenant de la défense de sa cousine d'aller chez Juliette, il sortit en disant tout haut « Je vais chez Juliette. » Madame Macmish. « Je ne veux pas. Je te l'ai défendu. Empêchez-le, vous autres. Arrêtez-le. Amenez-le-moi. Charretier, je vous pardonnerai tout, je ne porterai pas plainte contre vous si vous voulez saisir ce mauvais garnement et lui administrer une bonne correction avec ce même fouet qui a manqué m'aveugler. » L'homme. « Je ne le toucherai seulement pas du bout de mon fouet. Que vous a-t-il fait, cet enfant? Il vous regardait tranquillement quand vous avez voulu vous jeter sur lui. Il s'est réfugié près de moi, et ma foi, je le protégerai toutes les fois que je le pourrai. » Madame Macmish. « Ah, c'est comme ça que vous me répondez. Voici monsieur le juge de paix qui vient tout justement. Vous allez avoir une bonne amende à payer. » L'homme. « C'est ce que nous allons voir, ma bonne dame. » Le juge. « Qu'y a-t-il donc? Vous m'avez fait demander pour constater un délit, Madame Macmish? » Madame Macmish. « Oui, monsieur le juge, un délit énorme qui demande une éclatante réparation, une punition exemplaire. Cet homme que voici, qu'on reconnaît à son air féroce. » Tout le monde rit, le charretier plus fort que les autres. « Oui, monsieur le juge, à son air féroce. Il se dissimule devant vous, il fait le bon apôtre, mais vous allez voir. Cet homme m'a jeté par terre au beau milieu de la rue, m'a injurié, m'a appelé de toutes sortes de noms, et enfin m'a donné un coup de fouet à travers les yeux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.